Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Up. Le Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaiju, la toute fin de la saison 1, la première saison. On vous avait fait des reviews de chaque épisode, mais c'est vrai que vous n'avez pas eu la review du dernier, bah la voici. La review du dernier épisode, on est très content de vous la fournir. Il a fallu évidemment se souvenir de l'épisode, parce que ça remonte à un certain temps. Et on s'est remémoré tout ça pour vous faire cette petite analyse. Voilà, on espère que vous avez kiffé, en tout cas, suivre cette première saison de Kaiju avec nous. N'hésitez pas à vous abonner pour tout ce qui va arriver sur la chaîne. Bien sûr, une série se termine, mais d'autres arriveront, d'autres choses. Toujours du contenu sur cette chaîne aussi. Effectivement, il fallait se rappeler du contenu de cet épisode et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a tout le monde qui est plus ou moins en stress, puisqu'ils sont tous dans l'attente de savoir si, oui ou non, notre cher Kafka va se faire zigouille ou pas pour avoir trahi quelque part le fait d'être un kaiju. Il a trahi tout le monde. Ouh là là. Bon, mais il n'a pas trahi le fait d'être un kaiju, il a trahi le fait d'être un humain surtout en fait. Ouais, pour papa de Shinomiya, c'est comme ça que ça se passe, et ça continue de se distribuer des patates de forain d'ailleurs. Oui, alors bon, ce combat pour lequel on avait des a priori par rapport au début, en tout cas par rapport au tout début, en mode le père Shinomiya, un personnage très caricatural, comme on en a vu dans pas mal d'animés, etc. Où est-ce que ça va mener? Alors soit ça mène vers le trait caricatural qui est vraiment assumé, et ce personnage c'est une sorte de personnage constitué de caricature de ce qu'on a déjà vu à droite à gauche en mode non moi je suis un dur, je suis intransigeant, impassible, intolérant plus de ça, et je ne change pas d'avis. Ou alors est-ce que ça va mener à l'autre, il n'y avait que deux solutions de toute manière, à l'autre hypothèse que j'avais émis sur le ton de la supposition, en me disant bon est-ce que ça va être ça, mais sans certitude vraiment dans la dernière review, en mode ou alors il fait semblant, c'est-à-dire il fait genre que il va voilà abattre Kafka pour le pousser à bout pour voir ce que ça allait donner. Donc sur cette piste on n'était pas très sûr non plus, parce qu'on était quand même en mode inquiet par rapport à ce qu'il incarnait jusqu'alors, parce qu'on avait eu des flashbacks avec Kikoru où vraiment il avait ce rôle, même lorsqu'elle était enfant, le rôle du père vraiment tu vois, brutal et dur, qui a élevé sa fille à la dure, et qu'il ne la félicitait jamais d'ailleurs, même lorsqu'elle avait de bons résultats ou lorsqu'elle était première partout et la meilleure. Il disait moi alors t'es contente, tu vas pas te satisfaire de ça, il faut aller beaucoup plus loin, c'est quoi ça? C'était un peu comme ça. Finalement c'est l'option B qui a été choisie, c'est-à-dire qu'au fond de lui, quand même, il doutait, le père Shinomiya, et il s'est dit, bon, on va quand même le tester, ce Kafka, et bon, si jamais de toute façon il nous résiste ou il tente quelque chose, je le tue, mais il peut quand même nous servir. Donc finalement, il a fait confiance à sa fille, quelque part. Ouais, après, moi, j'ai pas du tout été étonné par son positionnement, parce que, je vais te dire, on est dans une œuvre où Kafka est le héros. J'ai postulé à Kaiju numéro 8, ce serait un peu con qu'il meure à l'épisode 12. Et puis, ça fait je sais pas combien d'épisodes que j'avais souligné le fait de me dire non mais à un moment donné, quand Kafka il va devoir dévoiler qu'il est Kaiju, il serait totalement con, je parle de la brigade au pluriel, de se passer d'une force de frappe aussi puissante que ce Kaiju numéro 8, puisqu'on nous avait dès le départ dit ouais, il a une fortitude de 9,8, machin, etc. Effectivement, on avait Gros Balourd là, que tu viens de souligner comme hyper caricatural, le père de Kikoru, qui mettait un peu des bâtons dans les roues et qui avait l'air d'être assez têtu, borné et obstiné dans sa caricature. Mais en même temps, j'arrivais pas à me convaincre que ce personnage était aussi con, et vous m'excuserez le terme, pour être à la fois à la tête des brigades, d'avoir du coup conscience des plus grosses terreurs que peuvent représenter les kaiju, lui-même ayant une des armes peut-être pas les plus puissantes, mais en tout cas très puissante pour lui, avec ce kaiju numéro 2. Et tu vas me dire qu'il voit un mec qui veut se battre pour son humanité, toujours en prenant le contexte que Kafka est le héros, et il va être totalement con et se passer d'une force de frappe pareille. C'était pas impossible, c'était pas dans le domaine de l'impossible, parce que faut pas oublier un truc dans Kaiju numéro 8, c'est que le Kaiju il les déchiquette, il les dépece et ils en font des armes. Donc il y avait toujours la possibilité qu'il tue le Kaiju numéro 8, donc Kafka,
pour faire une arme en fait de lui, hein. Tout comme justement ils ont tué le kaiju numéro 2 je crois, et il a fait une arme, et c'est d'ailleurs sa meilleure arme, mais c'est lui qui la détient, le père Shinomiya. Et en plus de ça on a des personnages pour un peu équilibrer en ce sens là, c'est-à-dire le conseil là, c'est un peu le conseil des 5 de One Piece, t'as le conseil des vieillards en rétention comme ça qui décident, ils décident de tout, et ils sont contre tout. Alors Kafka, non, ils acceptent pas. Donc vu qu'on avait une aiguille qui pointait dans ce sens-là, en mode les grands pontes qui sont au-dessus des brigades, non, hors de question qu'il y ait un kaiju parmi leurs membres de la brigade, qui est un loup dans la bergerie en quelque sorte, il faut le tuer et en faire une arme. Ils avaient déjà parlé de ça, et là ils allaient décider de ça, et finalement c'est la voix aussi du père Shinomiya qui a joué. Ils n'ont pas tenu compte d'ailleurs de l'avis de Mina. Elle vient vraiment faire sa plaidoirie. Elle envoie un petit message, je crois. Je ne me souviens plus trop de l'épisode. En mode, là je vais faire mon rapport, je sais pas quoi. Elle va pour faire son rapport. Direct, ils lui disent, ouais, tu peux dire ce que tu veux, de toute façon on s'en fout. Donc j'ai envie de dire, ça servait à grand chose. Rien à foutre. T'as passé 2 semaines sur ton rapport, rien à foutre. De toute façon, on l'a pas lu, on s'en fout. Nous, on a déjà pris notre décision, donc décision à les faire. Mais vas-y, raconte ce que t'as envie. C'est abusé. Ouais, tes petits souvenirs d'enfance devant ta friterie, tu mets ça, mais on s'en fout. Ouais, d'ailleurs, donc, c'est quoi, c'est une friterie ou parce que c'est vrai que ça ressemble plus. Bon, heureusement qu'elle est là, en tout cas, pas forcément pour plaidoyer, mais dans la tête de Kafka. Parce que c'est vrai que tête de Bilout, là, celui qui a pris possession, donc le kaiju qui a pris possession de Kafka pour en faire le kaiju numéro 8, il est quand même déterminé à empêcher les mouvements. Il a coupé le libre arbitre totalement de Kafka, et c'est lui qui agit comme combattant face au père de Kikoru, et c'est les souvenirs que Kafka a de Mina qui vont pousser son humanité à l'extrême et passer devant la raison. On va dire que l'amour est passé devant la conscience et la raison de tête de Bilout, là. Et du coup, il s'est auto-mutilé pour couper le combat et tomber... couper le cordon ombilical. Exactement. Devant la tête de... Donc il a résisté à Bilout, finalement. Bilout qui faisait pression, parce qu'on le voyait quand même, il était gigantesque, cette tête de... C'est vrai. Voilà, cette tête de phallus, et finalement il a résisté à Bilout pour sortir de... Je sais pas quel résumé on vous fait là, mais en tout cas c'est vraiment ça. Il fallait résister à Bilout. Il fallait résister à Bilout pour pouvoir sortir vainqueur de tout ça, j'ai envie de dire. Alors par contre je trouve que l'épisode il est quand même dur avec Kikoru. Parce que jusqu'à présent il y avait un peu cette relation qui évoluait, même si comment dire ça, est-ce qu'elle est unilatérale, je ne sais pas, mais Kikoru éprouve quelque chose pour Kafka. Au tout début c'était un peu elle se vantait, elle a vu rapidement qu'il avait de la force, elle voulait voir cette force, elle l'a rapidement apprécié parce que justement il était redoutable et c'était un bon concurrent, elle avait quelqu'un à qui se mesurer enfin. En plus de ça il est sympathique, après il l'a sauvé, ensuite il l'a re-sauvé, ensuite il a sauvé des gens. Quand elle doutait de lui, parce que c'était la première à douter de lui à un moment donné, et je tiens à le souligner, rappelez-vous quand il y a eu la ville qui a été ravagée, que Kaiju numéro 9 a débarqué, et que Kupobol il s'était lancé à la poursuite de Kafka. Quand même à un moment donné elle était en doute, il me semble, Kikoru. Il me semble que c'était à cet instant-là. Je sais plus trop. Et puis elle dit si tu t'es vraiment énervé, si tu t'es lâché et que t'as pas tenu ta promesse, toi tu vas voir, je te bute ou je sais plus quoi. Et il apparaît et tout, et elle voit qu'il n'avait pas trahi sa promesse. Donc c'était elle la première à être dure même envers Kafka, malgré ses sentiments, tu vois, naissants quand même. Et là, pendant ce combat où il y a Kafka qui est opposé à son propre père, c'est son père, c'est son géniteur quand même, hein. Même s'il a été dur avec elle durant toute son enfance, elle l'aime, c'est son père. Elle est venue quand même plaider pour Kafka, mais elle est venue auprès de qui? De son père. Elle a confiance en son père, quand elle le voit se faire massacrer, elle crie papa. Mais quand Kafka il va pour mourir, enfin quand Kafka il va pour mourir, il va pas pour mourir lui spécifiquement, mais quand Kafka va tenter de résister à la tête de Bilout qu'on a vu tout à l'heure, et que finalement il n'y parvient pas, donc c'est avant qu'il pense à Mina, et que son propre père va se faire tuer,
Là, j'ai trouvé bizarre que le personnage de Kikoru, même si c'est Kafka, ça reste son père en face, elle fasse, tu vois, comme ça, elle est comme ça sur la rambarde, elle aurait pu, je sais pas, intervenir, tenter un truc ou dire, tant pis, je vais aller aider mon père ou quoi. Non, non, elle est là, son père il va se faire tuer. Hein. Il lui manque une mandale dans sa tête, c'est finito, il est mort. Hein. Le poing il est à 30 cm de sa tête. Elle est là, non, Kafka c'est bon, j'ai confiance en toi, je sais que. Mais j'ai fait, mais. Même si t'as confiance en lui, ça fait 30 minutes que le gars il peut rien faire, il peut pas résister à ses propres. C'est pas ses pulsions, mais à tête de biloute qu'il possède. C'est pas là maintenant que ton père il va mourir que c'est le moment que tu dois avoir confiance en lui. J'ai trouvé ça un peu gros. Et j'ai trouvé ça un peu dur du coup envers le personnage parce que ça lui donne une certaine naïveté, un certain truc illogique à ce moment-là de l'épisode. Parce que je veux bien qu'elle encourage les deux et qu'elle ait confiance aux deux, mais au moment où son père il va crever, son père qui l'a élevé, elle fasse non Kafka, je te connais depuis 2 semaines, j'ai confiance en toi, c'est toi qui vas. J'ai fait ouais bon, tu vois. Non, je comprends tout à fait. J'ai pas grand chose à répondre parce qu'effectivement, c'est viable en fait ce que tu dis. C'est pas une réaction forcément logique dans une relation, comme tu dis, d'un père et de sa fille et d'un gars que tu connais depuis un mois, qui même s'il a prouvé des signes d'humanité, quand tu vois qu'il est totalement dénué d'humanité pendant une demi-heure, qu'il n'est devenu qu'un monstre, bah tu peux reprendre tes doutes en fait. Même si tu les avais effacés, tu peux te dire est-ce que finalement je me serais pas trompé et est-ce que ce monstre en lui peut à des moments, comme je suis en train de le constater, ne pas laisser Kafka être l'humain qu'il crie être et peut devenir dangereux pour moi, ma famille, mon père en l'occurrence ici et toute la fratrie de la brigade. À un moment donné, tu peux penser à ça. Donc oui, je n'ai pas grand-chose à te dire, si ce n'est que hyper naïve et heureusement qu'elle croit à l'œuvre dans laquelle elle a été créée. Ouais, c'est ça. Alors, elle croit à la facilité, et heureusement, parce que c'est ce qui se passe, la facilité. Après, bon, on savait tous que ça allait déboucher sur ça. C'était pas possible que Kafka, soit il mourait de toute manière, soit il se passait un truc, mais il pouvait pas. Oui, il allait forcément retrouver la raison à un moment donné. De quelle manière, ça c'était la question. Grâce à qui? C'est là aussi que c'est dur pour Kikoru, j'ai trouvé que c'est grâce à Mina, c'est pas grâce à Kikoru, alors qu'elle est là à assister au truc. Et c'est grâce à Mina et sa friterie du coup, hein, que tu as souligné tout à l'heure. C'est grâce à Mina et sa fameuse friterie qui du coup permet ce sursaut d'humanité qui empêche le drame d'arriver. Ce qui finit de convaincre du coup le père de Kikoru qui va le mettre dans une médicale machine tout droit issue de Dragon Ball. Ou de Star Wars. Puis ensuite direction de Star Wars, effectivement, bien sûr. Et puis direction l'hôpital et on le retrouve au chevet de Kafka et il lui fait ouais, crois pas que je t'ai épargné parce que je t'aime bien. Vu le trou que tu t'es mis dans la poitrine, si t'avais un vrai cœur, tu serais mort. Du coup, à toi de faire ce qu'il faut pour prouver ton humanité. Et finalement, du coup, ça prend la direction qu'on avait tous, j'imagine, envisagé. Hein, c'est-à-dire que le Kaiju numéro 8, à un moment donné, va aider la brigade sous supervision. Voilà, on supervise qu'il va pas faire n'importe quoi, mais je le vois venir à un moment donné, il y a Bilout qui va reprendre le contrôle à un moment où il faut pas, et ils vont peut-être avoir le doute, tu vois. Mais j'imagine quand même que Kafka il va s'en sortir, il va reprendre l'ascendant. De toute manière, il peut pas mener une vie tranquille avec la brigade et être membre de cette brigade-là, même si maintenant elle est éparpillée un peu partout, si il passe son temps H24 à se déchaîner, à tout casser et à pas pouvoir être contrôlé. Donc j'imagine qu'à un moment donné, il va savoir reprendre aussi ce contrôle, peut-être ad vitam aeternam même. Hein. Ouais, je pense aussi que ça va être tout le but aussi de... Ça va être un autre enjeu. Ça va pas être que découvrir ce qui peut se passer dans la suite, parce que je reste persuadé qu'à un moment donné, ils vont devoir s'allier contre des forces de plus en plus puissantes. Ça, on le voit venir depuis longtemps, et plus ça avance, et avec cette fin de saison encore plus, vu ce que le père de Kikoru dit, les kaiju sont de plus en plus puissants, donc à un moment donné, il va y avoir du carnage. Mais ça va être intéressant de suivre aussi cette maîtrise interne qu'il va devoir avoir avec Bilout. C'est bien, c'est un autre, tu vois, un autre enjeu au sein des enjeux du monde de Kaiju. Donc c'est bien. Et aussi, est-ce que Bilout est du côté de Champi aussi, parce qu'à la fin de l'épisode, on voit Champi qui gagne en intelligence, hein, parce qu'il se posait beaucoup de questions. C'était un peu
C'est une sorte de kaiju parasite qui contamine des cadavres d'humains et qui prend leur apparence du coup. Et là on voit qu'il comprend mieux, il arrive à mieux cerner l'humanité, ce qui est un danger. Parce que jusqu'alors il ne la cernait pas complètement, donc il comprenait pas trop leurs réactions et il comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Parce que du coup il comprenait pas ce qu'ils étaient capables aussi de faire sous le coup de certaines émotions, de la colère, de la peur, un côté retranché ou quoi. Là, maintenant qu'il cerne beaucoup mieux, je pense que c'est un danger encore plus important qu'avant, Tête de Champi. Ouais, je pense aussi. Il va revenir en force, Tête de Champi, et on va avoir un nouveau fight Bilout contre Champi, on va rien comprendre. Donc, Voilà. Dites-nous ce que vous envisagez vis-à-vis de ce combat Bilout versus Champi. Êtes-vous plus pour Bilout ou pour Champi On a hâte de lire vos avis par rapport à ça. allez.